Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je m'adresse à vous pour la première fois dans cet hémicycle et je le fais avec gravité. Il s'agit pour moi de défendre la motion de rejet préalable qu'avec le groupe La France Insoumise, nous avons décidé d'opposer à ce projet de loi. Avant de venir notamment sur le fond et sur les raisons que nous avons de nous opposer farouchement à ce texte de loi, je veux ici, et au nom de celles et ceux qui accepteraient, le temps d'un court instant, d'être représentés par un député de la France Insoumise, contester vivement la méthode que le gouvernement nous impose. Prenons un instant pour bien y réfléchir. Le projet de loi que nous avons à étudier aujourd'hui ne vise pas à décider clairement de ce qu'il conviendrait de faire avec le Code du travail. Il vise à définir le périmètre sur lequel le Parlement autorise le gouvernement à prendre des mesures par ordonnance. Ordonnance dont, sur le contenu, le Parlement n'aura ensuite que pour seul mot à dire « oui » ou « non », puisqu'il vous aurait habilité à prendre les mesures que vous souhaiteriez par ce biais. Monsieur le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a justifié le recours aux ordonnances par le fait qu'il s'agissait d'une annonce de campagne d'Emmanuel Macron. Madame la ministre du Travail, en commission des Affaires sociales, n'a pas trouvé mieux à dire. Nous vous remercions tous les deux pour cette explication éclairante, mais vous comprendrez aisément que vous ne nous apprenez rien. Nous savions qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il ferait cela, et le fait qu'il respecte ses annonces de campagne ne retire rien au caractère discutable des dites annonces. Faut-il vous rappeler par ailleurs que le candidat devenu président de la République le fut dans un contexte pour le moins particulier. D'abord une très forte abstention, un vote qui s'est exprimé d'abord et avant tout contre Madame Le Pen, et en définitive, un seul électeur sur 7 a voté pour son programme. Autant que nous toutes et tous ici, vous avez incontestablement une légitimité. Cependant, vous ne disposez pas d'une majorité politique éclairée dans le pays, et vous le savez bien. L'ampleur de votre majorité est à la mesure de sa fragilité, et nous commençons à en voir les signes. La question que nous vous posons n'attend donc pas pour réponse que c'est parce que le candidat Macron l'aurait dit que nous le faisons. Il s'agit pour nous de savoir pourquoi et ce qui justifie cette méthode qui vise à demander aux parlementaires que nous sommes l'autorisation de faire à peu près ce qui vous chante sur l'ordre juridique et social des 18 millions de salariés du secteur privé. Sans que nous n'ayons derrière notre mot à dire sur ce qu'effectivement vous ferez. D'ailleurs, ce que vous ferez, nous ne le savons pas bien. Car depuis ce début de quinquennat, votre marque de fabrique est plutôt de cacher vos intentions. Dois-je rappeler que c'est par voie de presse que nous avons appris les premiers éléments de ce que vous comptiez faire sur le Code du travail. Travail de la presse que, à bien des égards, nous pourrions assimiler à un travail de lanceur d'alerte contre lequel vous avez d'ailleurs vivement réagi. Sans que l'on connaisse précisément vos intentions, mais alors qu'il apparaît clairement qu'elles sont déjà plus que formalisées, et que nous en devinons simplement les contours, vous nous demandez de renoncer sur un sujet majeur à notre rôle de législateur, purement et simplement. Eh bien, pour notre part, nous vous opposons un grand non. Vous n'aurez pas notre blanc-seing pour pouvoir jouer les apprentis sorciers avec le Code du travail. Parce que le Code du travail, s'il vous ulcère, est le fruit de plus d'un siècle de lutte et d'acquis sociaux. Il part d'un constat simple que je veux préciser. Le travail, s'il ne peut être résumé à cela, est incontestablement le lieu où s'exprime d'abord le lien de subordination entre l'employeur et le salarié, mais aussi des rapports de force entre des acteurs économiques qui ont des intérêts divergents. Et le dire, ce n'est pas être dogmatique ou sectaire, comme d'aucuns le prétendraient. Tout au contraire, le dire, c'est assumer tranquillement une réalité de fait qu'on ne peut raisonnablement balayer d'un revers de la main, même avec le dialogue social que vous invoquez à longueur de discours comme un chaman ferait des incantations. Il s'agit pour vous de masquer la réalité de ce que ce dialogue social recouvre. Vous savez bien que dans l'entreprise, le salarié et l'employeur ne parlent pas d'égal à égal.
Ainsi, le dialogue social que vous invoquez est un terme qui, dans votre bouche, est la négation des rapports de force existants. Il fut un temps, souvenez-vous-en, où l'on nous parlait de capitalisme moral. Eh bien maintenant, c'est le dialogue social et autres foutaises et artifices d'illusionnistes. Nous ne vous faisons pas confiance. Et nous n'avons aucune raison de le faire, et d'autant moins quand Madame Pénicaud, représentante d'un ministère qui, faut-il le rappeler, a été pensé et créé pour protéger les salariés, a laissé entendre que dans son état actuel, le Code du travail serait en gros fait pour embêter 95% des entreprises. Ces propos sont inacceptables et par ces mots, Madame la Ministre, vous déshonorez votre fonction. Peut-être aurez-vous l'occasion de nous préciser votre pensée sur ce sujet. Je ne vous fais pas de procès, mais si vous maintenez ces propos, sachez aussi, mes chers collègues, que le code de la route est fait pour embêter 100% des chauffards. D'autres qui ont des propos plus mesurés que les vôtres disent que le problème du code du travail tient dans son épaisseur. Mais depuis quand juge-t-on l'efficience d'un document à son épaisseur? Trouvez-vous aussi que l'annuaire soit trop épais? Si tel est le cas, je vous laisse me dire quelles sont les pages que vous verriez bien arrachées. Par ailleurs, je veux rappeler que si le Code du travail est épais, c'est qu'il s'est épaissi, et qu'il s'est épaissi notamment à coup de dérogations que ceux qui le combattent ont réussi à introduire au cours des années. Voici donc revenu le temps des pompiers pyromanes qui pleurent de chaudes larmes de crocodile sur des conséquences dont ils sont eux-mêmes les causes. Tout le monde a compris que vous vouliez imposer sur ce texte une véritable course de vitesse. Nous savons pourquoi. Rien ne justifie ni le recours aux ordonnances, ni l'empressement à vous habiliter à y recourir. Personne, que je sache, n'est menacé d'une mort imminente, ni le pays d'une asphyxie généralisée si votre projet de loi ne passe pas là tout de suite. La raison est ailleurs. Sans doute avez-vous veillé à ce que soient rassemblés tous les paramètres qui vous permettent d'aller plus loin que tous vos prédécesseurs dans le coup de force social, sans que les parlementaires ne soient en capacité de réagir en pleine possession de leurs moyens, sans que les acteurs concernés ne disposent du temps nécessaire pour en assurer l'explication au plus grand nombre, et sans, enfin, que les Français, qui pour ceux qui en ont la chance, vous le savez bien, sont sur le départ en vacances, ne soient trop attentifs à vos turpitudes. Vous nous avez convoqués pour cela en session extraordinaire dont nous ne connaissons pas vraiment les bornes. Session extraordinaire alors que nous sommes, et c'est mon cas, tout juste élus. Tant et si bien qu'il nous a fallu commencer à travailler sur ce texte sans disposer des moyens ni des outils pour le faire. Le roi a convoqué la cour à Versailles au moment où devaient être déposés les amendements pour la commission qui a eu à examiner ce texte avant qu'il n'arrive ici. Dommage collatéral? Assurément non, car même si cette convocation est son droit le plus complet dans les dispositions de la Constitution, chacun appréciera les conséquences du fait que la plupart de mes collègues ici présents étaient à Versailles à l'heure où leurs amendements étaient attendus. Bref, vous avez fait vos calculs. Vous savez que la pilule que vous souhaitez faire avaler avec ce projet de loi ne peut l'être par quiconque prendrait le temps d'en analyser la composition réelle, la taille et les effets secondaires. Vous avez donc décidé de profiter d'un moment de relâchement dans le pays pour nous mettre l'entonnoir dans la bouche et vous allez nous faire avaler la pilule et le litre d'eau qui va avec en quelques instants, ni vu ni connu, pas vu, pas pris. Le travail de la Commission des affaires sociales est l'illustration parfaite de votre méthode. De l'aveu même des observateurs, nous étions 4 ou 5 à intervenir dans ces débats. Avec mes camarades de la France Insoumise et aussi ceux du groupe GDR, nous étions les seuls à intervenir régulièrement dans cette commission. Nous avons déposé plus de 130 amendements. Nous nous sommes efforcés de démontrer, de décrypter, de proposer. Aucun de ces amendements n'a eu grâce à vos yeux. Aucun. Votre inflexibilité a été totale. Nous avons compris, et j'en prends acte, qu'à vos yeux, la flexibilité ne doit pouvoir s'appliquer qu'aux seuls salariés. Les députés de La République En Marche, je dois le dire, ont été d'un silence assourdissant. C'est à se demander s'ils avaient lu le texte ou s'ils avaient bien conscience des enjeux, mais durant les travaux de cette commission, il y a eu des moments qui, à mon avis, resteront dans l'histoire du parlementarisme français. Comme par exemple quand la présidente, Madame Bourguignon,
a dû s'y reprendre plusieurs fois pour que les députés de la majorité comprennent que nous étions en train de voter un article tout entier et qu'il serait de bon ton qu'ils prennent conscience du fait que nous étions en train de voter. Il fallait voir le nombre d'yeux en forme de point d'interrogation dans cette commission pendant l'analyse d'un texte à la portée pourtant historique. Mes chers collègues de La République En Marche, c'est à vous que je veux m'adresser à cet instant. Ne vous laissez pas griser par la vague Macron qui vous a amené jusqu'ici. Vous êtes des députés de la nation, vous êtes des représentants du peuple français. Soyez à la hauteur, faites un usage immodéré de votre capacité de réflexion propre et de votre libre arbitre. Ne craignez pas de vous laisser convaincre même par d'autres que vous-même. Sondez en vous autre chose que ce qu'il convient de faire pour vous faire bien voir des vôtres. N'hésitez pas même à vous insoumettre. Vous en trouverez toujours comme nous pour vous accueillir avec le plus grand plaisir et vous soutenir dans cette démarche. Je sais, mes chers collègues, que nombre d'entre vous trouvent contestable la méthode appliquée par le gouvernement. Et même si nous avons des désaccords de fond, cela vous fait une bonne raison de voter avec nous cette motion de rejet préalable, ne serait-ce que pour nous laisser le temps d'un débat d'une véritable qualité que les Français méritent amplement. Parmi les auditions que nous avons eu l'occasion de réaliser en commission des affaires sociales, il y eut celle du MEDEF, représenté par M. Sobo. M. Sobo a déclaré pendant son audition qu'à titre personnel, il ne connaissait pas de patron qui se posait la question de savoir comment licencier. Nous constatons pourtant qu'à bien des égards, ce projet de loi contribue à répondre à cette question, notamment lorsqu'il est question de redéfinir le périmètre retenu pour considérer la situation économique d'une entreprise et donc l'habilité à licencier pour ce motif. Ainsi donc, et de l'aveu propre du MEDEF, nous sommes en présence d'un projet de loi qui contribue à répondre à des questions que personne ne se pose. Admettez que c'est original. Mais je veux souscrire à cette idée moi aussi. En effet, comme vous, mes chers collègues, je rencontre des chefs d'entreprise, notamment ceux des PME et des TPE. Presque tous, sans exception, me parlent de l'atonie de l'activité et des carnets de commandes qui se remplissent difficilement quand ils ne se vident pas tout simplement. Mais jamais aucun n'a évoqué le code ou le droit du travail pour expliquer les problèmes qu'ils rencontrent. Eh bien, vous nous les présenterez. À qui profite donc le crime contre le code du travail, sinon au MEDEF, dont l'un de ses représentants avait d'ailleurs déclaré après l'élection d'Emmanuel Macron qu'il se sentait comme sur un nuage. Le peuple français sait bien que quand des personnages comme ceux-là, qui parcourent les plateaux télé pour expliquer que les Français coûtent trop cher, se déclarent comme sur un nuage, il convient de vite les en faire redescendre. Ces dernières années, la feuille de route d'une petite fraction minoritaire, radicalisée et non représentative du patronat, emmenée par le MEDEF, a été suivie à la lettre par les gouvernements successifs au nom de la compétitivité, ce mot qui fait mal à la mâchoire quand on le prononce, et de la lutte contre le chômage. Celle-ci nécessiterait la remise en cause des protections des salariés au motif que le manque de flexibilité et le prétendu coût du travail empêcheraient les employeurs d'embaucher. L'intérêt des salariés a complètement disparu des débats sur le Code du travail. Pourtant, la responsabilité du Code du travail dans la situation de l'emploi n'étant rien démontrée, même si elle est constamment assénée dans les médias. Plusieurs études de l'OCDE prouvent qu'il n'y a aucune corrélation entre la diminution des droits des salariés et la baisse du chômage. Cela est une pure vue de l'esprit. C'est avant tout le carnet de commandes et non l'état du droit du travail qui dicte la politique d'embauche dans une entreprise. Le bilan du quinquennat Hollande, dans lequel d'ailleurs Emmanuel Macron a joué un rôle de premier plan en matière d'économie, le démontre. Le chômage n'a jamais été aussi élevé malgré la facilitation du licenciement, la réduction des droits collectifs des salariés et la multiplication des possibilités de déroger à la loi à des accords d'entreprise. Accuser le droit du travail d'être un frein à l'emploi revient donc à accuser celles et ceux qui sont en emploi et qui bénéficient de la protection donnée par le Code du travail d'être les responsables de l'augmentation du chômage. Ces analyses cherchent à opposer les salariés entre eux. Elles oublient surtout et volontairement
le rôle des employeurs et des actionnaires dans la gestion de l'emploi en France. C'est aussi renoncer aux acquis sociaux au prétexte d'une concurrence mondiale, véritable course au moins-disant social, organisée par le libre-échange et la libre circulation des capitaux. Nous en avons assez de subir des conditions de travail dégradées pour augmenter les dividendes. Voilà ce que viendront bientôt vous dire massivement les salariés dans très peu de temps. Car votre politique, dans la droite ligne de celle menée depuis plus de 15 ans, quelles que soient les étiquettes de celles et ceux qui les ont appliquées, n'a qu'un intérêt véritable: accroître la ponction que les actionnaires réalisent sur le travail en obligeant les salariés à accepter des baisses de salaire, des hausses de temps de travail sans contrepartie, des dégradations de leurs conditions de travail, le tout sous la menace des licenciements. Pendant ce temps, et depuis 3 ans, la France est championne d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. 35 milliards ont ainsi été distribués par les grandes entreprises au deuxième trimestre 2016, soit une hausse de 11% en un an. À cause de cette politique, les salariés souffrent davantage au travail et disposent de moins de temps libre. La frontière entre vie privée et vie professionnelle est de plus en plus poreuse quand elle ne disparaît pas tout simplement. Les maladies professionnelles, les burn-out et même les suicides sur le lieu de travail se multiplient. Cela n'est pas une fatalité. Cela résulte d'un choix stratégique de gouvernements comme le vôtre qui mettent au cœur de leur projet l'intérêt des actionnaires et des plus riches au détriment des conditions de travail des salariés. Ainsi donc, article après article, ce projet de loi suggère de vous autoriser à faire à peu près ce que vous voudrez en matière du droit du travail, en traduisant son périmètre d'application en ordonnance pour légiférer. Votre exposé des motifs est à l'image de votre mouvement, un pavé de bonnes intentions et un puissant anesthésiant pour mieux réaliser vos opérations d'une dureté inégalée. Emmanuel Macron, comme votre majorité, prospère sur la confusion. Les personnages ont changé, les costumes aussi, mais le scénario demeure inlassablement le même que celui des gouvernements précédents, les mêmes politiques pour les mêmes effets. Vous prétendez soigner un mal qu'à coup sûr, vous ne ferez qu'aggraver. Vos ordonnances rendront le pays encore plus malade qu'il ne l'est déjà. À vous, Madame la ministre du Travail, qui nous invitez à longueur d'intervention à faire le pari de la confiance dans le dialogue social, nous répondons que nous ne sommes là ni pour jouer et encore moins pour parier. Et s'il fallait faire un pari, nous préférerions toujours celui de l'intelligence à celui de la confiance que vous appelez de vos vœux. La mise en avant du dialogue social n'est ici que le prétexte pour légitimer le pouvoir patronal qui, lui, n'a eu de cesse d'augmenter. Dans ce projet de loi, et malgré votre négation sur le sujet, parce que vous donnez de fait à l'accord d'entreprise une place centrale et procédez à une relégation de l'accord de branche à un niveau qui relève de l'exception, vous consacrez l'inversion de la hiérarchie des normes. La projection de vos intentions revient de fait à un code du travail par entreprise, ce qui est à peu près aussi absurde qu'un code de la route par rue et ce dont chacun peut mesurer la nature gravement accidentogène. De plus, vous le savez bien, mes chers collègues, les syndicats français sont d'abord et avant tout organisés par branche. En faisant cela, vous rendrez leur tâche plus difficile encore. L'ensemble de votre projet vise à autoriser un maximum d'autres personnes que les représentants syndicaux à négocier avec l'employeur. La mise en avant du chèque syndical comme la fusion des instances représentatives du personnel pour créer une instance unique reviennent en fait à limiter les moyens. Vous procédez à un nivellement par le bas. Sous couvert de mutations économiques, vous étendez le recours à des formes particulières de travail qui faciliteraient l'émergence de l'ubérisation générale, dont nous savons que vous rêvez, parce qu'elle permettrait de diminuer artificiellement le chômage au prix de la précarité. J'en veux pour preuve l'extension suggérée à d'autres domaines que le BTP du contrat de chantier. Mais votre projet est aussi malveillant. Par exemple, lorsque vous ouvrez le droit pour une entreprise de déroger à la mise en application d'un accord de branche qui devrait la concerner, ce qui a été détaillé tout à l'heure, par exemple qu'une entreprise puisse s'opposer à une prime de fin d'année qui devrait avoir lieu dans sa branche. Vous instaurez aussi la barémisation des dommages et intérêts versés après un jugement au prud'homme, c'est-à-dire
dans le cas d'un licenciement abusif. Vous fixez donc le coût d'un préjudice a priori. Est-ce votre conception de la justice tout entière? Avec cette mesure, un employeur saura précisément combien lui coûtera au maximum le licenciement abusif d'un salarié. En 2 lignes, le caractère indéterminé du CDI explose. Le travail de nuit, le détachement des travailleurs, le travail transfrontalier, le travail du dimanche, tout y passe et vous ne laissez rien au hasard. Même quand vous prétendez simplement mettre en cohérence la forme du droit avec l'application des ordonnances, vous gardez en fait l'occasion de vous attaquer au fond du droit lui-même. Cerise sur le gâteau, vous réaffirmez la nécessité du prélèvement de l'impôt à la source, même si vous décalez d'1 an sa mise en application. Nous refusons, pour notre part, fermement cette privatisation de la collecte de l'impôt qui permettra à l'employeur de connaître la situation de ses salariés dans le détail. Mais non, Robert, tu n'as pas besoin de cette augmentation de salaire. Tu viens de toucher l'héritage de ton grand-père. Voilà ce qui se passera demain. Pour notre part, et parce qu'il nous faut aussi proposer, nous pensons que c'est tout l'inverse de votre projet qu'il conviendrait de faire en matière de droit du travail. Il s'agirait de redonner aux salariés les droits qu'ils ont perdus. D'abord, par l'abrogation de l'ensemble des réformes du Code du travail mises en œuvre par le gouvernement précédent. Loi dite de sécurisation de l'emploi, loi Rebsamen, loi Macron, loi El Khomri. Et nous ne nous contenterions pas de simplement renverser votre logique. Nous souhaitons en effet créer de nouveaux droits permettant aux salariés d'être mieux protégés. Car vous faites sans cesse des louanges à la liberté, mais les salariés de ce pays attendent d'abord plus de sécurité. Reprenons à notre compte ces mots, puisqu'en cet instant, ils résument bien notre situation. Entre le faible et le fort, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. La mondialisation et le développement de la financiarisation de l'économie ne justifient pas une réduction des droits au nom de la compétitivité, mais bien au contraire, son extension. Les salariés ont besoin de davantage de protection pour faire valoir leurs intérêts face aux exigences toujours plus nombreuses de rentabilité des actionnaires. Pour mettre fin à la souffrance au travail, le programme que porte le groupe La France Insoumise propose de bâtir un code du travail qui soit réellement protecteur et émancipateur. Par la loi, nous interdirions les pressions des employeurs qui ont poussé ici une caissière à faire une fausse couche sur son poste de travail et là une factrice à continuer à travailler malgré un AVC. Il s'agirait aussi de garantir le respect des droits individuels et collectifs en augmentant les moyens et les effectifs de l'inspection du travail. Enfin, le Code du travail doit devenir un outil d'émancipation des salariés, en donnant la possibilité à leurs représentants de porter des alternatives à la gestion patronale et financière de leurs entreprises. S'il faut faire confiance, les salariés ne sont-ils pas les mieux placés pour décider aussi? Ainsi, l'objectif de bien-être au travail prendrait le pas sur les intérêts financiers à court terme. Nous proposons de mettre la citoyenneté au cœur de l'entreprise en renforçant les droits des salariés dans les procédures collectives, en créant un véritable droit de reprise de leur entreprise par les salariés eux-mêmes, et nous voulons refondre la procédure de contestation des licenciements économiques pour qu'ils ne puissent pas être effectifs tant que toutes les voies de recours devant les juges n'ont pas été épuisées. Mes chers collègues, pouvons-nous, à tout le moins, nous accorder sur l'idée qu'il faille d'urgence relancer l'activité dans ce pays? Nous contestons l'idée qu'il faille le faire en poursuivant inlassablement la politique de l'offre qui consiste à produire n'importe quoi, à peu près n'importe comment, du moment qu'on arrive à en diminuer sans cesse le prix pour le vendre et pour contribuer à cette guerre économique que seule une stricte minorité a souhaité. Chers tenants de la compétitivité, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous ne serons jamais compétitifs face à ceux qui produisent à vil prix dans des conditions écologiques et sociales que par ailleurs nous contestons formellement.
C'est aussi la raison pour laquelle nous en appelons à l'instauration d'un protectionnisme solidaire, et oui, qui permette de refuser par exemple qu'entrent sur le territoire national des produits dont les conditions de production sont détestables, comme par exemple ceux qui utilisent le travail des enfants. Il faut en finir avec ce grand déménagement permanent du monde et les accords de libre-échange, même si nous avions vu qu'ils s'appliquent de manière transitoire en attendant le vote souverain des parlementaires français. Nous proposons une relance de l'activité qui soit socialement utile, c'est-à-dire qui interroge nos besoins réels et qui soit écologiquement soutenable. La planification écologique que nous proposons permet cela. Elle met en adéquation les objectifs et les conditions de la production tout en permettant à la France de se hisser en tête de la réponse à apporter aux défis qui ne la concernent pas seulement elle-même, mais l'humanité tout entière. À l'heure où la crise écologique atteint un point de non-retour, à l'heure où notre pays, qui n'a jamais produit autant de richesses, les concentre toujours plus entre quelques mains, pendant que la pauvreté gagne partout et à vue d'œil du terrain, vous assumez que l'urgence se trouve dans l'organisation d'un meurtre avec préméditation du Code du travail. En poursuivant votre visée, vous marchez, certes, mais vous marchez à côté de l'histoire alors qu'elle vient à votre rencontre. C'est absolument irresponsable. À cette heure, et c'est le sens de ce que je disais en commission des affaires sociales, oui, de nombreux salariés nous regardent, inquiets. Ceux qui ne le font pas encore le feront bientôt, et peut-être, malheureusement, après coup. Mes chers collègues, ne permettez pas que cela soit fait en leur nom. Désirez-vous vraiment que l'histoire retienne que votre marche fut d'abord et avant tout un piétinement général d'un siècle de lutte sociale ? Croyez-vous vraiment que notre peuple va courir plus vite si vous lui sciez les deux jambes ? Par-delà nos désaccords politiques et les intérêts partisans, je veux croire qu'il y a dans cette Assemblée l'intelligence collective nécessaire pour refuser, sinon ce projet de loi, au moins la méthode qui nous est imposée pour décider sur celui-ci. Quelle que soit votre motivation pour le faire, vous savez comme moi qu'il y a 1001 raisons de refuser cette méthode. Ce refus s'incarne donc aujourd'hui par le vote de cette motion de rejet préalable. Je vous y appelle toutes et tous, sans faire le tri entre vous, et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Quatennens. Madame la ministre.